Papa m'a frappé avec une poêle dans le dos quand je ne lui ai pas donné mon salaire. Maman a ri. Tu n'es qu'une main-d'œuvre, rien de plus. Ma sœur a dit qu'il devait me frapper encore plus fort. Je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une belle journée, peu importe où tu te trouves. J'aimerais que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou pays tu nous regardes et quelle heure il est chez toi. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. La chaleur de l'enveloppe se sentait encore dans mes doigts, une chaleur fragile, gagnée à la sueur de mon front, qui luttait contre le froid coupant du soir à Ciudad-Juárez. Je la serrai dans la poche de ma veste, un geste protecteur, presque instinctif. Je voulais la retenir, sentir le fruit de mon effort, même si ce n'était qu'une seconde misérable avant que ça disparaisse dans les mains de quelqu'un d'autre. 2 semaines de travail de nuit dans l'usine, 2 semaines avec les jambes gonflées qui pulsaient d'une douleur sourde, 2 semaines avec les yeux brûlants à force de fixer de minuscules composants électroniques sous la lumière blanche et cruelle des lampes fluorescentes. 14 nuits de ma vie transformées en une poignée de billets froissés. Je marchais dans les rues poussiéreuses de notre quartier, où le soleil disait adieu en peignant le ciel de tons orange et violets. Un spectacle magnifique qui contrastait brutalement avec la laideur de ma fatigue. Chaque pas me rappelait le poids que je portais, non seulement sur mon dos, mais aussi dans mon âme. Mais dans mon esprit, une petite image lumineuse essayait de passer, le visage de mon fils Valentin. Et avec cette image, un rêve modeste, presque ridicule par sa simplicité, avec cet argent, enfin, je lui achèterai des chaussures qui n'ont pas de trous dans la semelle. Je me le répétais comme un mantra, une prière silencieuse. Je m'imaginais son sourire, ses petits yeux qui s'illuminaient en les voyant. Pas des chaussures de marque, bien sûr, juste des simples en toile, mais neuves. Des chaussures qui ne lui feraient pas honte à l'école. Cette petite fantaisie était mon carburant, la seule raison pour laquelle je supportais l'odeur du plastique brûlé et le bourdonnement constant des machines qui restaient dans mes oreilles des heures après mon travail. En tournant au coin de ma rue, l'odeur de friture bon marché qui venait de notre maison m'a frappé et la petite bulle d'espoir a éclaté. La porte d'entrée, écaillée et cabossée au niveau de la serrure, ressemblait à la bouche d'un monstre prêt à me dévorer. J'ai soupiré, me préparant à la bataille que je savais inévitable. J'ai poussé la porte et je suis entré. Le bruit fort de la télévision remplissait chaque recoin du petit salon. Mon père, Roberto, était affalé dans son fauteuil en vinyle craqué, les yeux fixés sur un match de football, une canette de bière pas chère dégoulinant dans sa main. Il n'a même pas tourné la tête. Ma petite sœur, Renata, était allongée sur le canapé, les jambes étendues, hypnotisée par l'écran brillant de son portable, beaucoup plus neuf et cher que le mien. Elle a levé les yeux une seconde, m'a fait une grimace de dédain, et est retournée dans son monde digital. Je suis rentré, dis-je à voix basse, plus par habitude que parce que j'attendais une réponse. C'est alors que mon petit soleil, mon Valentin de 6 ans, a couru depuis le couloir. Il s'est accroché à mes jambes avec une force qui contredisait sa taille. Maman, sa voix sonnait comme une mélodie au milieu du bruit. Tu vas me lire une histoire? Bien sûr, mon amour. Donne-moi juste une seconde, lui ai-je répondu en caressant ses cheveux noirs et ébouriffés. Maman, continua-t-il en tirant doucement sur la manche de ma veste, ses grands yeux sérieux fixés sur les miens. Demain, on peut acheter des pancakes? Sa question, si innocente, si pleine d'envie, fut comme un coup de couteau dans mon cœur. Je me suis agenouillé pour être à sa hauteur, forçant un sourire qui ressemblait à un masque de plâtre. On verra, mon trésor, si on peut, bien sûr. Mais ce sourire s'est figé et est mort sur mes lèvres au moment où je suis entré dans la cuisine. Ma mère, Elodia, était dos à moi, devant la cuisinière. Sans même se retourner, elle savait que j'étais arrivé. Sa voix, tranchante comme un couteau, a coupé l'air. Tu l'as apporté? Ce n'était pas une question, c'était un ordre. L'air s'est tendu immédiatement. Le grésillement de l'huile dans la poêle semblait devenir plus fort, plus agressif. Bonjour maman, ai-je essayé de dire en posant mon sac sur une chaise. Elle s'est tournée lentement. Ses petits yeux sombres m'ont scruté de haut en bas, s'arrêtant sur la poche de ma veste où l'enveloppe dépassait légèrement. Ne fais pas l'idiote, Sabina. C'est jour de paix. Mon père est apparu sur le seuil de la cuisine, attiré par le changement d'ambiance. Il s'est appuyé contre l'encadrement de la porte, les bras croisés. Sa présence était comme un nuage de tempête. Papa, j'ai commencé-je à dire, ma voix tremblante malgré mes efforts.
J'ai besoin de garder un peu cette foi. Les chaussures de Valentin sont toutes abîmées. Le silence, aboya Roberto, sa voix comme un tonnerre qui fit se cacher Valentin derrière moi. Il s'est approché, son ombre me recouvrant entièrement. Il n'avait pas besoin de crier davantage. Son regard suffisait. Il a tendu sa main, une main grande et calleuse. Donne-les-moi. Maintenant. J'ai regardé sa main tendue. Puis j'ai regardé ma mère, dont le visage montrait une froide satisfaction. J'ai regardé Renata, qui apparaissait maintenant dans l'encadrement du salon avec un sourire moqueur. Et enfin j'ai regardé Valentin, qui s'accrochait à mon pantalon avec ses petites mains tremblantes. Toute ma vie se résumait dans ce moment. Le travail, l'épuisement, le sacrifice, tout ça pour nourrir une famille qui me traitait comme une étrangère, comme une machine. Et pendant un instant de folie et de rébellion, j'ai pensé dire « non ». Mais la peur, ce vieux compagnon familier, m'a paralysé. Lentement, avec les doigts engourdis, j'ai mis la main dans ma poche et sorti l'enveloppe. La chaleur avait disparu. Elle paraissait froide, morte, comme mon espoir. Je l'ai donnée à mon père. Il l'a arrachée, l'a ouverte sans délicatesse et a compté les billets avec une brutalité efficace. Il a hoché la tête, satisfait, et a mis la liasse dans la poche de son pantalon. Sans un mot de remerciement, sans même un regard, il a fait demi-tour et est retourné à son fauteuil. La transaction était terminée. Ma valeur, mon effort de 2 semaines avait été transféré. Ce n'était plus à moi. Ça ne l'avait jamais vraiment été. À un moment, dis-je, et le mot sortit de ma bouche avant que je puisse l'arrêter. Un murmure fragile dans l'atmosphère lourde de la cuisine. S'il te plaît. Mon père s'est arrêté à mi-chemin. Son dos large et tendu s'est raidi. Il a tourné la tête lentement, pas tout le corps, seulement la tête, avec une lenteur qui promettait de la violence. Ses yeux se sont plantés dans les miens. Qu'est-ce que tu as dit? Mon cœur battait fort dans ma poitrine, comme un tambour sauvage et effrayé. J'ai avalé ma salive pour essayer d'humidifier ma bouche soudainement sèche. Juste un peu. Pour les chaussures de Valentin. Elles ne tiennent plus, ses orteils sortent et il a besoin de lait. S'il te plaît, papa. Chaque mot était une supplication, une humiliation. Je mendiais mon propre argent, je mendiais pour les besoins les plus basiques de mon fils. Ma mère a lâché un petit rire étouffé, un son laid, plein de mépris. Oh, s'il te plaît. Sabina, ne commence pas avec tes drames. Il y a toujours quelque chose, pas vrai? L'enfant ci, l'enfant ça. Ce n'est jamais assez pour toi. Ce n'est pas un drame, c'est la vérité, insistai-je, ma voix gagnant un peu de force. Regarde-le, dis-je en montrant les petits pieds de Valentin, enfermés dans des tennis de tissu décoloré, avec la pointe visiblement décollée. Roberto n'a pas regardé les chaussures de son petit-fils. Ses yeux ne quittèrent pas les miens et dans leur profondeur, je vis quelque chose de sombre et furieux bouger. Ton obligation est d'apporter de l'argent à cette maison. Ce qu'on en fait n'est pas ton foutu problème, tu comprends? Renata, depuis la sécurité du salon, cria avec sa voix aiguë. Donne-le-lui. Quel têtu. J'ai besoin d'argent pour m'acheter cette robe qu'on a vue l'autre jour. Maman, tu veux que j'aille à la fête de Marisol avec des vieux habits? La mention de la fête et de la robe sembla être le déclencheur. C'était comme si les besoins futiles de Renata avaient plus de poids, plus de valeur que les pieds nus de mon fils. L'injustice de tout cela m'a brûlé à l'intérieur, me donnant un faux élan de courage. Non, dis-je cette fois avec plus de fermeté. Pas cette fois. J'ai travaillé 14 nuits d'affilée. J'ai mal jusque dans les os. J'ai droit, nous avons droit à quelque chose. Valentin mérite des chaussures neuves. Roberto fit un pas vers moi. Tu ne mérites rien, siffla-t-il, sa voix basse et remplie de venin. Tu existes pour travailler, c'est à ça que tu sers. Et puis tout arriva dans un brouillard de mouvements et de sons. Je n'ai pas vu sa main venir. Je n'ai pas vu quand il a pris la poêle en fer que ma mère avait laissée sur la cuisinière. J'ai seulement vu une forme noire et lourde couper l'air. Mon instinct de mère fut plus rapide que ma peur. J'ai tourné mon corps pour couvrir Valentin, offrant mon dos comme un bouclier. L'impact fut brutal. Une douleur blanche et aveuglante explosa dans mon omoplate droit. Le son fut le pire, un coup métallique et sourd, un bruit qui sembla faire vibrer mes os et mon âme.
Je n'avais plus d'air. Un souffle étouffé s'échappa de mes lèvres pendant que je m'écroulais en avant, réussissant à peine à m'appuyer sur le comptoir de la cuisine pour ne pas tomber au sol. Le monde se réduisit à un sifflement aigu dans mes oreilles et à la douleur brûlante qui se propageait dans mon dos comme du feu liquide. Pendant un instant, je ne pouvais pas penser, je ne pouvais pas respirer, je ne faisais que sentir. Et alors, à travers le brouillard de la douleur, j'entendis quelque chose qui me brisa encore plus que le coup. C'était le rire de ma mère. Un rire grinçant, aigu, sans aucune chaleur. Un rire qui se délectait de ma souffrance. « Tu vois, dit Elodia, sa voix dansant avec une joie cruelle. Voilà ce qui arrive aux insolentes. Comme ça, tu apprendras quelle est ta place. Tu n'es qu'une main-d'œuvre, Sabina. Accepte-le une bonne fois pour toutes. Main-d'œuvre. » Le mot résonnait dans ma tête, faisant écho au sifflement dans mes oreilles. Pas une fille, pas une mère. Un outil, une paire de mains pour travailler et un corps à frapper. Je relevai la tête avec effort, ma vision encore floue. Valentin criait, un sanglot terrifié qui me déchirait l'âme. Il essaya de courir vers moi, mais ma mère l'arrêta en lui attrapant le bras avec force. « Toi, reste tranquille », lança-t-elle sèchement. Depuis le couloir, la voix de Renata se fit entendre, teintée d'un ennui amusé. « Oh papa, quel drame. Mais je crois que tu l'as frappée trop doucement. La prochaine fois, utilise la poêle plus grande pour qu'elle comprenne bien. » Je regardais mon père. Il se tenait debout, la poitrine agitée, la poêle encore dans sa main. Il n'y avait aucun regret sur son visage, seulement une fureur satisfaite, l'expression d'un tyran qui venait d'écraser une petite rébellion. Je me redressai lentement. Chaque millimètre de mouvement était une agonie. La douleur dans mon dos était une bête aux griffes de feu, mais la douleur dans mon cœur était un gouffre glacé. Je les regardais tous les trois, mon bourreau, sa complice et la spectatrice satisfaite. Ma famille. À ce moment-là, alors que mon fils pleurait et que l'odeur d'huile brûlée remplissait mes poumons, quelque chose en moi se brisa. Ce n'était pas un os, c'était bien plus profond. C'était le dernier et mince fil d'espoir auquel je m'étais accroché pendant des années. L'espoir qu'un jour, il me verrait. L'espoir qu'un jour, il m'aimerait. Cet espoir se rompit et vola en éclats. Et à sa place, quelque chose de nouveau, quelque chose de dur et froid comme le fer de la poêle, commença à se former. Je ne dis rien, je ne pleurais pas, je ne suppliais pas. Je me contentais de les regarder, gravant leur visage dans ma mémoire et, dans le silence de mon âme brisée, je fis une promesse. L'hématome fleurit dans mon dos comme une vilaine orchidée violacée, une carte de douleur qui s'étendait de mon omoplate jusqu'à la moitié de ma colonne. Chaque mouvement était une torture. Me baisser pour lasser mes chaussures, soulever une caisse sur la chaîne de montage, même respirer profondément envoyait une décharge électrique de douleur qui me faisait trembler. Pendant des jours, j'ai dû dormir sur le ventre, le visage enfoncé dans l'oreiller bon marché, étouffant mes gémissements pour ne pas réveiller Valentin. Mais cette douleur physique, aussi aiguë soit-elle, n'était rien comparée au poids des blessures invisibles que je portais bien avant ce coup de poêle. Le coup n'avait fait que rendre visible une des nombreuses cicatrices que ma famille avait gravées dans mon esprit au fil des années. Chacun de leurs mots, de leurs regards, de leur silence était une brique de plus dans le mur qu'ils avaient construit autour de moi. Un mur qui m'isolait et me définissait selon leurs propres termes cruels. Alors que la douleur dans mon dos battait, mon esprit se transforma en un musée de griefs, une galerie de moments qui avait sculpté mon rôle dans cette maison. Les images passaient dans ma tête, claires et douloureuses, comme si elles s'étaient produites hier. Je me vis moi-même à 14 ans, maigre et portant l'uniforme du collège qui m'allait déjà trop petit. J'étais assise à la table de la cuisine, en train de faire mes devoirs de maths, quand mon père entra avec le visage sombre et l'odeur de défaite et de bière bon marché collée à ses vêtements. Il venait d'être renvoyé de l'usine de faisceaux électriques pour voiture. Il ne dit pas grand-chose, il lança simplement sa gamelle sur la table avec un bruit sourd. Ma mère pleura en silence. Une semaine plus tard, on me sortit de l'école. « Pas d'argent pour des luxes », dit mon père. Et la façon dont il prononça le mot luxe en me regardant me fit sentir que mon éducation, mes rêves, était une frivolité impardonnable. Ta sœur est plus intelligente. Elle finira l'école. Toi, tu as de bonnes mains. Il est temps que tu les utilises pour quelque chose d'utile. Une semaine après, j'étais dans l'usine, apprenant à souder des circuits. Mon enfance s'arrêta ce jour-là.
L'argent de mon premier salaire fut utilisé pour payer les études de Renata dans une école privée. Puis l'image changea. J'étais à la fête des 15 ans de Renata. Le jardin était décoré de ballons roses et blancs, et la musique à plein volume faisait vibrer le sol. Renata portait une robe pompeuse et chère, souriant pour les photos. Moi, j'étais dans un coin de la cuisine, avec un tablier taché, en train de laver la pile interminable d'assiettes et de verres que les invités laissaient. Ma propre fête de 15 ans avait été un gâteau acheté au supermarché et une boisson gazeuse de 2 litres partagée entre nous 4. Quand j'avais demandé à ma mère pourquoi une telle différence, elle m'avait regardé avec agacement. « Oh Sabina, ne sois pas envieuse. Ta sœur est délicate, c'est une princesse. Toi, tu es forte, tu peux supporter. Et puis, qui a payé la plus grande partie de cette fête? Toi. Tu devrais être fier d'aider ta petite sœur à avoir un jour spécial. » Je ne me sentis pas fier. Je me sentis comme une bête de somme attachée à une roue, marchant en rond pour que d'autres puissent boire de l'eau fraîche. Une autre image, plus récente et plus douloureuse. Le jour où j'annonçai à ma famille que j'étais enceinte de Valentin, j'avais 23 ans. Le père de mon enfant, un collègue de l'usine, avait disparu dès qu'il l'avait appris, traversant de l'autre côté, poursuivant un rêve qui ne m'incluait pas. J'espérais naïvement un peu de soutien, un peu de réconfort. À la place, je me retrouvais devant un tribunal. Mon père faisait les 100 pas dans le salon, rouge de colère. « Ah, comment as-tu pu être aussi stupide? Tu ne te rends pas compte que tu as apporté la honte dans cette maison? Qu'est-ce que les gens vont dire ?» Ma mère pleurait, mais pas pour moi. « Notre Renata, » sanglotait-elle. « Ça va ruiner ses chances. Qui voudra s'unir à une famille qui a une de ses filles? Une de ses filles. Une mère célibataire. » Ils firent de moi une tâche, un problème à gérer. Ma grossesse fut solitaire et effrayante. Et quand Valentin naquit, un bébé magnifique et parfait, la première réaction de mon père en le voyant à l'hôpital ne fut pas la joie. Ce fut un grognement. Encore une dépense. Depuis ce jour, l'exploitation s'intensifia. Ce n'était plus seulement pour les caprices de Renata ou les dépenses de la maison, c'était aussi pour payer ton erreur. Chaque couche, chaque boîte de lait en poudre, chaque visite chez le médecin m'était jetée au visage comme une dette impossible à rembourser. Mon salaire entier disparaissait dans un trou noir de ressentiment et d'obligation. Je devins un fantôme dans ma propre maison, une fournisseuse silencieuse. Ma seule joie était le temps passé avec Valentin, lui lire des histoires à voix basse dans notre petite chambre, entendre son rire, le seul son pur et heureux dans ce foyer. Ces souvenirs n'étaient pas seulement des souvenirs, c'étaient des chaînes. Des chaînes forgées avec la culpabilité, l'obligation et un tordu sens du devoir familial. Et tandis que je restais allongé dans mon lit, le dos en feu, je réalisais que ces chaînes invisibles faisaient bien plus mal que le coup de la poêle. L'hématome guérirait. Mais comment guérir un esprit qui a été systématiquement écrasé jour après jour, année après année? Les jours qui suivirent le coup furent un défilé d'hypocrisie. Ma famille agissait comme si rien ne s'était passé. Mon père m'ignorait, ma mère me donnait des ordres avec son ton habituel de lassitude, et Renata continuait de me réclamer des choses comme si j'étais sa servante personnelle. Personne ne parla de la poêle. Personne ne demanda si j'avais mal. Ma douleur, mon humiliation était invisible pour eux, un désagrément qu'il valait mieux ne pas nommer. Moi, de mon côté, je me déplaçais dans la maison comme une automate. La douleur physique dans mon dos était une encre qui me gardait connecté à la réalité, un rappel constant et lancinant de la nuit où ma dernière étincelle d'espoir avait volé en éclats. Je portais des pulls larges pour aller travailler, malgré la chaleur de l'usine, pour cacher l'hématome qui s'assombrissaient chaque jour. Je ne voulais pas de questions, je ne voulais pas de la pitié de qui que ce soit. La pitié ressemblait trop à de la faiblesse, et je ne pouvais pas me permettre d'être faible. La procession de l'humiliation continuait pourtant. « Sabina, la salle de bain est sale », se plaignait ma mère. « Sabina, j'ai envie de quesadilla », ordonna Renata à 11h du soir. « Sabina, la télévision est floue. Va bouger l'antenne », ordonnait mon père depuis son trône en vinyle. Et moi, j'obéissais, je lavais, je cuisinais, j'ajustais. Mon corps bougeait, mais mon esprit était ailleurs, dans un endroit silencieux et froid, où la colère et le désespoir commençaient à tourbillonner comme une tempête d'hiver. La vraie transformation, celle qui a changé le cours de ma vie pour toujours, ne s'est pas produite en pleine lumière, mais dans le calme et l'obscurité de ma petite chambre. Quelques jours après l'attaque,
J'étais assise au bord du lit, m'appliquant difficilement une pommade bon marché pour les contusions que j'avais achetées à la pharmacie. La brûlure de la pommade se mêlait à la douleur sourde de l'hématome. Valentin dormait déjà, son petit corps roulé sous la fine couverture. Sa respiration douce et rythmée était le seul bruit dans la chambre. Je le regardais et, comme toujours, un amour féroce et écrasant remplit ma poitrine. Il était mon pourquoi, mon tout. Soudain, il bougea dans son sommeil et gémit. Je m'approchai, inquiète. Il se blottit contre moi, encore endormi, et murmura quelque chose. Je me penchai pour l'écouter. Non, ne frappe pas ma maman, chuchota-t-il avec une angoisse qui me brisa le cœur en deux. Il revivait la scène dans ses cauchemars. La violence de cette nuit ne m'avait pas seulement marqué moi, elle s'était infiltrée dans les rêves de mon fils, empoisonnant son havre de paix. Je restais paralysé, tandis que les larmes que j'avais retenues pendant des jours commençaient enfin à couler. Je pleurais en silence, le corps secoué de sanglots que je retenais pour ne pas le réveiller. Je pleurais pour son innocence brisée, pour la peur qu'on lui avait imposée, pour l'injustice qu'il ait dû voir une telle brutalité à 6 ans. Plus tard, cette même nuit, Valentin se réveilla, non pas à cause d'un cauchemar, mais simplement parce que les enfants se réveillent parfois. Il cligna des yeux dans l'obscurité et me vit assise sur le lit, veillant sur son sommeil. « Mamie » dit-il de sa petite voix endormie. « Je suis là, mon amour » lui chuchotai-je en essuyant mes larmes du dos de la main. Il s'assit et se frotta les yeux. Il resta à me regarder en silence un moment, avec cette sagesse étrange que les enfants ont parfois. Puis il me posa la question qui deviendrait le catalyseur de ma révolution. « Mamie » dit-il, sa voix presque un murmure dans le silence de la nuit. « Quand je serai grand, est-ce que moi aussi je devrais donner tout mon argent au grand-père » La question me frappa comme un ouragan. Ce n'était pas le coup de la poêle. C'était cette question innocente et terrifiante qui m'a révélé la vérité la plus horrible de toutes. Ma soumission ne me détruisait pas seulement moi, elle apprenait à mon fils à être esclave. On normalisait les abus. On lui montrait que le cycle de la violence et de l'exploitation était l'ordre naturel des choses. La chaîne qui m'attachait commençait à s'enrouler autour de son petit cou. À cet instant, tout changea. La tristesse s'évapora et fut remplacée par une clarté froide et furieuse. La peur ne disparut pas, mais elle fut reléguée au second plan par quelque chose de bien plus puissant, l'instinct protecteur d'une mère. Je caressai sa joue, forçant ma voix à rester calme et ferme. « Non, mon amour » lui dis-je, et chaque mot était un serment sacré. « Jamais. Tu ne donneras ton argent à personne. Ton argent sera à toi, ta vie sera à toi. » Je le serrai fort contre moi, sentant le battement de son petit cœur contre le mien. Ce n'était plus à propos de moi, ce n'était plus supporter un peu plus, tenir bon pour la famille. C'était à propos de lui, à propos de rompre le cycle. C'était garantir que la question qu'il venait de poser ne se poserait plus jamais. La décision se solidifia dans mon âme, froide et dure comme un diamant. C'en était fini. Pas demain, pas un jour quelconque. Maintenant. Je n'allais plus me battre pour un peu d'argent pour des chaussures. J'allais me battre pour nos vies. J'allais brûler le pont, la maison, tout le système si nécessaire pour construire un avenir où mon fils n'aurait jamais à se demander si son destin était d'être un porte-monnaie pour les autres. Le lendemain, à l'usine, je bougeais comme si j'étais dans un rêve. Les bruits des machines, les conversations de mes collègues, tout semblait lointain, étouffé par la résolution qui brûlait maintenant en moi. Pour la première fois depuis des années, je ne me contentais pas de survivre à la journée, je planifiais. Mon esprit était un tourbillon d'idées, de peurs, de possibilités. Je savais que je ne pouvais pas le faire seul. Affronter mon père était dangereux et affronter toute ma famille était un suicide social et émotionnel si je n'avais pas un plan solide et un peu d'aide. C'est pendant l'heure du déjeuner, assise sur un banc en béton dans la cour extérieure de la Maquiladora, que je trouvai mon allié inattendu. Je mangeais mes tacos de haricots froids, regardant sans vraiment voir les pigeons picorer les miettes au sol, quand une voix à côté de moi me sortit de ma rêverie. « Mais tu as l'air différente, Sabina. » C'était Fermin, un homme d'environ 35 ans qui travaillait au contrôle qualité. Nous n'étions pas de grands amis, mais il avait toujours été gentil avec moi. Il était calme, observateur et avait un regard tranquille qui inspirait confiance. Contrairement à d'autres hommes de l'usine, il ne m'avait jamais fait de commentaires déplacés, ni regardé avec pitié. Il me considérait simplement comme une collègue. Je levai la tête et essayai de sourire, fatigué, je suppose.
Le travail de nuit est lourd, dis-je. Il ne sourit pas. Il s'assit à côté de moi sans envahir mon espace. Ce n'est pas de la fatigue, dit-il doucement. J'ai vu la fatigue sur ton visage depuis des années. Là, c'est autre chose. Il y a du feu dans tes yeux. Ou c'est du feu, ou c'est la guerre. Ces paroles me désarmèrent. Que quelqu'un, presque un inconnu, puisse voir au-delà du masque que je montrais au monde me toucha et me terrifia à parts égales. J'hésitai un instant. La habitude de cacher mes problèmes était un réflexe profondément ancré. Mais alors je me rappelai la promesse que j'avais faite à Valentin dans l'obscurité de la nuit. J'avais besoin d'aide. J'avalais ma fierté et ma peur. C'est une guerre, Firmin, admis-je, ma voix à peine un murmure. Il hocha lentement la tête, comme s'il l'avait su depuis toujours. Raconte-moi, dit-il. Et je le fis. Pour la première fois de ma vie, j'ai raconté à quelqu'un la vérité complète. Les mots jaillirent, un flot d'années d'humiliation et de douleur. Je lui parlais de mon salaire, des exigences de ma sœur, des paroles cruelles de ma mère. Puis, la voix tremblante, je lui racontai la poêle. Pendant que je parlais, je n'osais pas le regarder. J'étais sûr qu'il lirait sur son visage ce que j'avais toujours redouté, de la pitié ou pire, du jugement. Quand j'eus fini, un lourd silence s'installa entre nous, seulement brisé par le roucoulement des pigeons. Finalement, je pris courage et le regardai. Il n'y avait pas de pitié sur son visage. Il y avait une profonde tristesse et une colère contenue et calme qui me surprirent. « Sabina, dit-il, et sa voix était ferme. Personne ne mérite de vivre comme ça. Ce qu'ils te font, ce n'est pas de la famille, c'est de l'extorsion, c'est de la violence, et tu dois t'en sortir. » Je sais, répondis-je, sentant un nœud dans la gorge. Hier soir, j'ai décidé pour mon fils, mais je ne sais pas comment. Je n'ai nulle part où aller. Je n'ai pas d'argent. Firmin resta pensif un instant, regardant l'horizon. L'argent est la priorité, dit-il finalement en se tournant vers moi. Tu dois protéger ton argent. Ton prochain salaire, c'est dans 2 semaines, non? J'acquiesçai. Bien, continua-t-il, l'esprit déjà en train de travailler vite. Voilà ce qu'on fera demain. À ta pause déjeuner, je t'emmènerai à une banque loin de ton quartier. Nous ouvrirons un compte d'épargne à ton nom seulement. Personne n'aura à le savoir. Le jour de paie suivant, dès que tu recevras ton enveloppe, tu ne rentreras pas chez toi, tu viendras me voir. Nous irons ensemble à la banque et tu déposeras chaque centime sur ce nouveau compte. L'idée était si simple et si audacieuse que cela me coupa le souffle. Et après? Dis-je, la peur revenant. Après, dit Firmin, et dans son regard je vis une détermination qui égalait la mienne, tu exécutes la 2e partie du plan. Tu ne vas pas seulement t'enfuir, tu vas les exposer, tu vas leur enlever le pouvoir qu'ils ont sur toi. Et le pouvoir qu'ils chérissent le plus, c'est l'opinion des autres, leur image de famille respectable. C'est lui qui suggéra l'idée du dîner avec les voisins. Mais tu ne peux pas l'affronter seul dans cette maison, expliqua-t-il. Mais tu as besoin de témoins. Tu dois exposer son comportement à la lumière du jour, devant les gens dont il se soucie tant du respect. Pendant qu'il parlait, la peur commença à reculer, remplacée par un sentiment croissant de pouvoir. Le plan était risqué, il faisait peur, mais il était aussi brillant. Il ne s'agissait pas d'une confrontation violente, mais d'une implosion stratégique, utiliser leur propre hypocrisie contre eux. Et après, continua Firmin, anticipant ma prochaine question. Je t'attendrai au bout de la rue, dans ma camionnette, moteur allumé. Toi et Valentin, vous n'aurez qu'à sortir de cette maison et marcher vers la liberté. Tu pourras rester dans la petite chambre que ma sœur loue. Elle cherche un locataire. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. C'est un endroit sûr. Les larmes me revinrent aux yeux, mais cette fois ce n'était pas de la douleur, c'était de la gratitude. Cet homme, ce collègue presque étranger, m'offrait une sortie, une stratégie, une bouée de sauvetage. Il ne m'offrait pas de la pitié, il m'offrait du respect et de la solidarité. Firmin, pourquoi, lui demandai-je, la voix brisée par l'émotion. Il regarda ses mains un instant. Parce que moi aussi j'ai grandi dans une maison où la peur était le pain quotidien, dit-il d'une voix basse. Et parce que personne ne devrait se demander si sa mère va lui casser une poêle dans le dos. Et surtout parce que j'ai vu la façon dont tu regardes ton fils. Aucun enfant ne mérite de grandir dans cette obscurité.
Dans cette cour d'usine, entourée de bruit et de poussière, pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentis plus seul. J'avais un plan et j'avais un allié. La guerre avait commencé. Les 2 semaines suivantes furent les plus longues et les plus étranges de ma vie. Je vécus une double existence. À l'extérieur, j'étais la Sabina d'avant, soumise, silencieuse, vaincue. À l'intérieur, j'étais une générale planifiant une insurrection, chaque jour marquant un pas de plus vers la libération. Fidèle à sa parole, le lendemain, Firmin m'emmena à la banque pendant sa pause déjeuner. Ce fut une expérience irréelle, m'asseoir face à un conseiller bancaire, signer des papiers, recevoir une carte de débit avec mon nom imprimé dessus, c'était à la fois un acte de trahison et d'empowerment. Je glissai la carte et les documents au fond de mon sac à dos, caché sous un vieux pull, comme s'il s'agissait de contrebande et d'une certaine façon, c'en était. C'étaient les papiers de mon indépendance future. À la maison, mon jeu fut, si je puis dire, impeccable. Je baissais la tête quand mon père me parlait. J'obéissais aux ordres de ma mère sans une seule plainte. Je supportais les moqueries de Renata avec une patience qui a dû leur sembler de la lâcheté. Je devins l'ombre qu'ils avaient toujours voulu que je sois. Je nettoyais les sols, je lavais le linge, je cuisinais ce qu'on me demandait. Je me déplaçais dans un silence presque total. Mon visage, un masque de résignation. Mon comportement eut l'effet voulu. Ma famille se pavana dans sa victoire apparente. Ils crurent que le coup de la poêle m'avait enfin dompté, qu'il avait écrasé mon esprit une bonne fois pour toutes, et, par arrogance, ils baissèrent leurs gardes. « Tu vois, Elodia » j'entendis mon père dire à ma mère un soir, sa voix pleine d'une satisfaction graisseuse pendant que je lavais la vaisselle. « Je te l'avais dit. » Une bonne frayeur, c'est tout ce qu'elle avait besoin. Elle a perdu ses idées stupides. Ma mère répondit avec son petit rire habituel. La pauvre, au final elle sait où est sa place. Elle ne sert à rien d'autre. Renata devint encore plus insupportable. Elle laissait ses vêtements traîner partout dans la maison en attendant que je les ramasse. Elle me demandait de lui préparer des encas à des heures tardives pendant qu'elle regardait des séries sur son ordinateur. Un jour, elle eut le culot de me jeter un chemisier au visage. « Lave-moi ça à la main » ordonna-t-elle. « Je ne veux pas que ça rétrécisse dans la machine. Et utilise le bon savon. Pas cette saleté avec laquelle tu laves tes affaires. » Je me baissai, ramassai le chemisier par terre et dis « Oui, Renata. » Mais à l'intérieur, mon esprit repassait la liste des invités pour le dîner. Madame Carmen, du 12. Don Manuel et Donia Gabi, d'en face. La famille de Chuy, ceux du 15. Chaque humiliation était du carburant. Chaque insulte aiguisait ma résolution. Ils ne savaient pas que ma soumission était une arme. Mon silence était le calme avant la tempête. La partie la plus difficile fut de garder la normalité avec Valentin. Il était trop perceptif. Il remarquait ma tension, la manière dont parfois je restais le regard perdu. « Tu es triste, maman » me demanda-t-il un après-midi pendant qu'on dessinait par terre dans notre chambre. Je m'agenouillai près de lui et le serrai dans mes bras. « Non, mon amour. Maman n'est pas triste. » Maman réfléchit à comment on va acheter plein de pancakes très bientôt. Son petit visage s'illumina et je m'accrochai à cette image. Il était mon or, ma boussole. La veille du jour de paix, je commençai à exécuter la phase suivante du plan. Je passai de porte en porte avec mon plus beau sourire de fille dévouée. « Bonsoir, Donia Carmen » dis-je à ma voisine d'un accent grave côté, une pipelette, mais au bon cœur. « Figurez-vous que je voulais vous inviter, vous et votre mari, à un petit dîner demain à la maison. Mon père est de bonne humeur et on veut célébrer. »« Ah, c'est bien, ma fille » répondit-elle, surprise. « Bien sûr, on sera là. Cela faisait longtemps que vous n'aviez rien organisé. » Je répétai la même invitation à 3 autres familles. Des familles qui nous connaissaient depuis toujours. Des familles qui avaient entendu les cris à travers les murs fins, qui m'avaient vu avec des cernes et de la tristesse, mais qui, pour éviter les problèmes, n'avaient jamais rien dit. Je les invitais sous le prétexte d'une célébration familiale, un geste spontané. Je savais que la curiosité l'emporterait. Un dîner chez les conflictuels Roberto et Elodia était un événement trop juteux pour être raté. Cette nuit-là, je dormis à peine. L'anticipation et la peur formaient une boule de glace dans mon estomac. Je repassais le plan encore et encore dans ma tête. Et si quelque chose tournait mal? Et si mon père devenait violent devant tout le monde?
Et si les voisins ne me croyaient pas et me laissaient seul? Et si, était une armée de démons qui assiégeait mon esprit. Je me levai et m'approchai du lit de Valentin. Je le regardais dormir, si paisible, si innocent. Je caressai sa joue et je murmurai une promesse dans l'air de la chambre. Demain, mon amour. Demain tout va changer. Je te le jure. Je retournai me coucher et me forçai à fermer les yeux. La représentation était sur le point de s'achever. Le rideau allait se lever sur le dernier acte, et j'étais la metteuse en scène, la scénariste et l'actrice principale de cette tragédie qui, je l'espérais, allait devenir une histoire de libération. Le jour de paix arriva sous un ciel gris et plombé, reflet parfait de la tension qui s'accumulait dans ma poitrine. À l'usine, chaque heure se traînait avec une lenteur insupportable. Mes mains assemblaient des circuits par pur instinct, mais mon esprit était à des kilomètres, répétant mes répliques, anticipant chaque réaction possible, chaque regard, chaque mot. Quand la sirène qui annonçait la fin du poste retentit enfin, je sentis une secousse de panique et d'adrénaline. C'était l'heure. Le contremaître passa sur la ligne en distribuant les enveloppes. Quand la mienne arriva dans mes mains, je ne sentis pas la chaleur familière. Elle me semblait un objet étrange, une pièce d'un puzzle que j'étais sur le point d'achever. Au lieu de la glisser dans la poche de ma veste, je la mis au plus profond de mon sac à dos. On y va, la voix de Fermin derrière moi me fit sursauter. J'acquiesçai, incapable de parler. Nous sortîmes de l'usine et montâmes dans sa vieille camionnette. Le trajet jusqu'à la banque se fit en silence. Je regardais par la fenêtre les rues de Juarez défiler à toute vitesse, mon cœur battant au rythme des nids de poules dans le bitume. Fermin sembla comprendre mon état et n'essaya pas de faire la conversation. Il posa simplement une main sur mon épaule une seconde, un geste de soutien qui signifia plus que 1000 mots. Dans la banque, mes mains tremblaient tellement que je signais à peine le bordereau de dépôt. Je regardais la caissière compter mes billets, les faire disparaître, puis me remettre un reçu. Tout mon salaire, le fruit de mon épuisement, était maintenant en sécurité, hors de portée de mon père. Je gardais le reçu comme un trésor. Bien joué, me dit Fermin quand nous revînmes à la camionnette. Prête pour la deuxième partie? Non, avouai-je avec un rire nerveux. Mais je dois le faire. Il me déposa à quelques pâtés de maison de chez moi. Je t'attendrai au bout de la rue à 8 heures précises, dit-il, le regard sérieux. Ne sois pas en retard. Et Sabina, sois forte. Merci, Fermin. Pour tout, dis-je et je le pensais du fond de mon âme. Je marchai vers la maison, le sac à dos étrangement léger. Dans ma poche, au lieu de l'enveloppe bien remplie, il y avait une enveloppe vide que j'avais préparée, bourrée de bandes de journaux et de vieux tickets de supermarché. C'était mon accessoire pour la scène finale. Quand j'entrai dans la maison, l'ambiance était prévisible. Mon père sur son fauteuil, ma mère dans la cuisine, ma sœur sur le canapé. Ils m'ont tous les trois regardé avec la même expression pleine d'attente et de prédation qu'ils avaient toujours. Il était temps, grogna Roberto sans quitter la télévision des yeux. Il tendit la main sur le côté, sans prendre la peine de me regarder. Donne-le. Je pris une grande inspiration. Le rideau s'était levé. Dans un instant, papa, dis-je. Ma voix était étonnamment calme et claire. D'abord, je dois commencer à préparer le dîner. Aujourd'hui, nous avons des invités. Ça capta leur attention. Ils me regardèrent tous les trois, confus. Des invités? De quoi tu parles, bon sang, demanda ma mère en fronçant les sourcils. J'ai invité les voisins à dîner. Doña Carmen, ceux d'en face. J'ai pensé que ce serait sympa de passer un moment ensemble, expliquai-je avec une douceur mielleuse. Le visage de mon père s'assombrit. Tu n'invites personne chez moi sans ma permission. T'es folle? Je voulais juste vous faire une surprise, dis-je innocemment. En plus, ils vont bientôt arriver. À ce moment précis, comme si un signe tombait du ciel, la sonnette retentit. Le visage de ma mère passa de la confusion à la panique. Mon Dieu! Mais comment t'es venue cette idée, Sabina? La maison est en désordre. Ne t'inquiète pas, je nettoie, dis-je en me mettant à bouger dans la cuisine, créant une impression d'activité. Roberto se leva, furieux, et marcha vers moi. Toi et moi, on va parler, commença-t-il, sa voix un grondement bas. Mais la sonnette retentit de nouveau, plus insistante cette fois. Renata, pour la première fois, semblait mal à l'aise.
Tu les as vraiment invités? La sonnette sonna une troisième fois. Ma mère, coincée entre son envie de sauver les apparences et sa colère, alla ouvrir la porte, affichant un sourire crispé. Carmen, quel plaisir, l'entendis-je dire. Entrez, entrez. Quelle agréable surprise. Les voisins commencèrent à entrer un par un. Doña Carmen et son mari, dont Manuel et Doña Gaby, et la famille de Chuy avec leurs 2 enfants. Le petit salon se remplit de monde, de salutations, d'une conversation malaisée. Mon père fut forcé de ravaler sa colère et de saluer les invités avec une hospitalité forcée. Elodia courait partout, offrant des verres d'eau et s'excusant pour le désordre. Renata s'enferma dans sa chambre. Moi, je restais dans la cuisine à observer la scène que j'avais mise en place. Ma famille était piégée. Ils étaient sur leur propre scène, obligés de jouer le rôle de la famille heureuse et normale qu'ils aimaient en montrer aux autres. Mais la metteuse en scène, ce soir, c'était moi. Après une vingtaine de minutes de conversation forcée, quand tout le monde fut assis et que le malaise était presque palpable, je sus que c'était le moment. Je sortis de la cuisine en m'essuyant les mains sur un torchon. Je marchai vers le centre du salon où mon père était assis, visiblement tendu. Je sortis la fausse enveloppe de ma poche. « Papa » dis-je. Ma voix résonna dans un silence soudain. Tous les regards se posèrent sur moi. J'allais oublier. Voilà mon salaire. Et je lui tendis l'enveloppe. Le silence qui tomba sur la pièce fut absolu et lourd, comme une couverture mouillée. Le murmure des conversations s'arrêta net. Les sourires forcés se figèrent sur le visage de mes parents. Les voisins regardaient mon père et moi, leurs yeux allant de l'un à l'autre, percevant le courant souterrain de tension qui venait de remonter à la surface. Mon père me regarda, les yeux plissés en un avertissement muet. Il vit l'enveloppe dans ma main puis me regarda, essayant de décoder mon coup. Lentement, il tendit la main et prit l'enveloppe. Le geste, d'habitude un acte de domination rapide et brutal, était maintenant lent, presque hésitant, conscient du public. Il la garda en main, sans l'ouvrir, comme si c'était une braise brûlante. « Merci, ma fille, dit-il, sa voix rude et étrange. Toujours si responsable. » Ces mots étaient pour les voisins, bien sûr, une tentative de peindre la scène comme un tendre acte de piété filiale. Mais je n'avais pas fini. « De rien, papa, répondis-je, la voix claire et ferme, en m'assurant que tout le monde m'entende. C'est le minimum que je puisse faire, n'est-ce pas? Après tout, comme tu dis toujours, mon seul but, c'est de travailler pour entretenir la famille. Un hoquet étouffé vint de Doña Gaby. Le sourire de ma mère vacilla dangereusement. Le visage de mon père commença à prendre une teinte rougeâtre. Sabina, ce n'est pas le moment de dire des bêtises, siffla ma mère, essayant de rire comme si j'avais fait une mauvaise blague. Là elle est folle, cette gamine, toujours en train de plaisanter. Ce n'est pas une blague, maman, continuai-je sans quitter mon père des yeux. En fait, je suis contente que tout le monde soit là, nos chers voisins, pour apprécier à quel point notre famille est unie. Je veux que tous sachent combien mon père valorise mes efforts. Je me tournai vers les invités. Voyez-vous, dans cette maison, nous avons un système. Je travaille 14 nuits d'affilée à l'usine, et tout mon salaire, chaque centime, je le remets à mon père. N'est-ce pas un système merveilleux? Comme ça, ma sœur Renata peut s'acheter des robes neuves et des smartphones dernier cri, et mes parents n'ont à se soucier de rien. Le silence était maintenant gênant, chargé de questions non dites. Les voisins se regardaient sans savoir comment réagir. Ça suffit, Sabina, explosa mon père en se levant d'un bond. Son masque d'hospitalité s'était brisé. Tu manques de respect à ta famille devant tout le monde. Du respect, répétai-je, et un rire amer m'échappa. C'est ça, du respect, papa? Celui que tu m'as montré il y a 2 semaines, quand je t'ai demandé de l'argent pour acheter des chaussures à ton petit-fils et que tu m'as écrasé une poêle en fer dans le dos. Un cri collectif étouffé parcourut la pièce. Doña Carmen porta une main à sa bouche, les yeux grands ouverts d'horreur. Un mensonge, hurla ma mère, le visage pâle comme du papier. Là elle ment. Elle est folle. Elle a toujours été jalouse parce que sa sœur est plus jolie et plus réussie. Je mens, demandai-je, d'un calme qui me surprit moi-même. Et alors, le coup de grâce vint de la source la plus inattendue et la plus pure. Valentin, qui était resté silencieux, caché derrière une chaise tout ce temps, sortit de sa cachette et se planta au milieu du salon. Ses petits poings serrés le long du corps.
Sa petite voix, tremblante, sonna pourtant claire comme une cloche dans le silence mortel. « Ce n'est pas un mensonge, dit-il en regardant directement mon père. Je l'ai vu. Grand-père a frappé ma maman avec la poêle, et grand-mère a ri. Si la poêle avait été un coup physique, les mots de mon fils furent une bombe nucléaire émotionnelle. L'air sembla quitter la pièce. Personne n'osa respirer. L'accusation, sortie de la bouche innocente d'un enfant de 6 ans, était irréfutable. La dénégation de ma mère mourut sur ses lèvres, étouffée par la vérité. Mon père resta paralysé, son visage un masque de fureur et d'humiliation. Mais avant qu'il ne puisse réagir, avant qu'il ne puisse nier ou attaquer, je sortis mon téléphone. « Et si la parole d'un enfant ne vous suffit pas, dis-je, ma voix tremblant à présent non de peur, mais d'une colère juste et contenue, peut-être voudrez-vous entendre l'avis de ma sœur Renata sur ma valeur dans cette famille. » J'appuyai sur lecture. La voix aiguë et arrogante de Renata remplit la pièce. C'était l'enregistrement d'un appel qu'elle avait passé à une amie quelques jours plus tôt, un appel que j'avais enregistré avec mon téléphone pendant qu'elle criait dans sa chambre. Et là, l'idiote de ma sœur a osé demander de l'argent. Imagine. Comme si elle en avait le droit. Mon père lui a donné ce qu'elle méritait, évidemment. Elle comprend pas. Cette vieille ne sert qu'à une chose, travailler et me payer mes affaires. C'est comme un outil, tu vois? Mes parents le disent toujours. Elle est là pour que moi, je brille davantage. C'est pathétique, mais au moins ça sert à quelque chose. L'enregistrement prit fin. Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quel cri. Le son de l'arrogance et de la cruauté de Renata flottait encore dans l'air, laid et venimeux. Les visages des voisins étaient un poème. La surprise s'était changée en choc, et le choc en une désapprobation froide et ouverte. Ils regardaient mes parents non plus comme des voisins, mais comme des monstres. La porte de la chambre de Renata s'ouvrit et elle sortit, le visage rouge. « Qu'est-ce que t'as fait ?» me siffla-t-elle. Mais sa voix n'avait plus de force. Elle avait été démasquée. Le jugement était rendu. Le verdict se lisait dans les yeux de tous les présents. Coupable. L'humiliation de mes parents fut un spectacle terrible et silencieux. Le visage de ma mère s'était froissé comme si elle avait vieilli de 20 ans en 2 minutes. Ses yeux allaient d'un voisin à l'autre, cherchant une once de sympathie qu'elle ne trouverait pas. Mon père était raide, la mâchoire si serrée qu'on aurait dit que ses dents allaient éclater. La rage dans ses yeux était celle d'une bête acculée, impuissante parce que sa cage était faite de regards de mépris. Doña Carmen fut la première à bouger. Elle se leva lentement de sa chaise, le visage figé dans une déception froide. Elle regarda ma mère et dit d'une voix qui coupait l'air, « Elodia, je croyais te connaître. » Comme je me trompais. Sans rien ajouter, elle prit le bras de son mari et marcha vers la porte. Ce fut le déclencheur. Comme si un sort venait de se briser, les autres invités se levèrent aussi. Il n'y eut ni adieu bruyant ni cri, seulement un silence accusateur et le bruit de pas qui traînaient vers la sortie. Chaque personne qui passait près de mes parents leur lançait un regard de dégoût profond. Ils étaient des parias dans leur propre maison, condamnés par un jury de leur père. Renata laissa échapper un sanglot étouffé et courut dans sa chambre, en claquant la porte. Le bruit résonna dans la maison presque vide. Mon père, dans une ultime tentative désespérée de réaffirmer son autorité, pour prouver qu'il avait encore un pouvoir, fixa son regard sur l'enveloppe qu'il tenait toujours dans la main. C'était tout ce qui lui restait, le symbole de sa domination sur moi. « Toi, tu te crois très maligne, » rugit-il, sa voix se brisant enfin, « mais au final, c'est ça qui compte, l'argent. Et cet argent est à moi. » D'un geste de fureur aveugle, il déchira l'enveloppe en deux. Il le fit avec une violence brutale, comme s'il cassait encore une fois mon esprit. Il s'attendait à ce que les billets, mon salaire, tombent au sol comme la preuve de sa victoire finale. Mais aucun billet ne tomba. Ce qui sortit des entrailles de l'enveloppe déchirée fut une pluie de petits papiers inutiles, des bandes de vieux journaux jaunis, des tickets froissés et décolorés de l'épicerie du coin. La liste des courses de la semaine dernière. Des déchets. Ils restèrent un instant suspendus dans l'air avant d'atterrir doucement sur le tapis usé, un confetti pathétique pour leur fête d'humiliation. Mon père resta à regarder les petits papiers par terre, la main tenant encore les 2 moitiés de l'enveloppe vide. Son visage passa de la fureur à une stupeur confuse. Il ne comprenait pas. Il leva les yeux vers moi, cherchant une explication. Et pour la première fois de la soirée, je souris.
Ce n'était pas un sourire de joie ni de tristesse. C'était un sourire de libération, un sourire calme et définitif. Voilà, dis-je doucement, ma voix résonnant dans la pièce silencieuse. C'est tout ce que j'ai reçu de cette famille pendant des années. Des déchets, des restes sans valeur. Et maintenant, c'est tout ce que vous recevrez de moi pour toujours. La compréhension le frappa enfin. La compréhension qu'il n'avait pas seulement perdu sa réputation, mais aussi sa source de revenus, son distributeur personnel. La compréhension que j'avais gagnée. Il s'effondra dans son fauteuil, non plus avec l'arrogance d'avant, mais avec le poids écrasant de la défaite. Son visage, rouge de colère tout à l'heure, était maintenant pâle et flasque. Il se couvrit le visage avec les mains, un geste qui n'était pas du remords, mais un pur désespoir égoïste. Ma mère resta simplement debout au milieu du salon, regardant les morceaux de papier au sol, complètement brisés. L'architecte de ma misère se retrouvait sans plan, sans outils, sans rien. Je savais que c'était la fin. Il n'y avait plus rien à dire. Mon travail ici était terminé. Je marchais vers Valentin, qui m'avait observé tout le temps avec un mélange de peur et d'étonnement. Je m'agenouillai devant lui et pris ses petites mains. Il est temps de partir, mon amour, lui chuchotai-je. Il acquiesça, ses grands yeux sérieux. Pour acheter des pancakes, maman. Une larme, une seule, roula sur ma joue, mais c'était une larme de soulagement. Oui, mon trésor, répondis-je, la voix un peu brisée. Pour acheter tous les pancakes du monde. Je me levai, je pris sa main fermement et, sans regarder en arrière, je marchai vers la porte d'entrée. J'ouvris la porte et l'air frais de la nuit me accueillit comme une étreinte. Il semblait propre, pur, en contraste total avec l'atmosphère viciée et toxique que je laissais derrière moi. Je franchis le seuil d'un pas, puis d'un autre, traversant une frontière invisible vers une nouvelle vie. Valentin marchait à mes côtés, sa petite main serrée dans la mienne, son pas sûr et sans hésitation. Je ne regardais pas en arrière. Je n'en avais pas besoin. Je sentais le poids du silence écrasant dans la maison, la ruine d'une tyrannie domestique qui s'était effondrée sous le poids de sa propre cruauté. Je laissais derrière moi 3 personnes brisées, mais elles n'étaient pas ma responsabilité. Elles ne le seraient plus jamais. Au bout de la rue, sous la lumière vacillante d'un réverbère, je vis les phares de la vieille camionnette de Fermin. Il était là, comme il l'avait promis, un phare d'espoir dans l'obscurité. En marchant, je sentis un immense poids, un poids que j'avais porté si longtemps qu'il faisait partie de moi commencer à se dissoudre. C'était le poids de l'obligation, de la culpabilité, de la peur. À chaque pas loin de cette maison, je me sentais plus légère, plus droite. Nous arrivâmes à la camionnette et Fermin descendit pour nous ouvrir la porte. Il ne dit rien, mais son sourire doux et respectueux disait tout. Il aida Valentin à monter, puis me regarda. « Ça va ?» demanda-t-il à voix basse. J'acquiesçai, et je compris que c'était vrai. Malgré le tourbillon d'émotions, malgré la douleur et la colère, au fond de moi, j'allais bien, j'étais entière. Pour la première fois de ma vie, j'étais complète. Je vais bien, répondis-je, et ma voix sonna plus forte que depuis des années. Je suis libre. Je montai dans la camionnette et Fermin ferma la porte. Le son du moteur qui démarrait fut le son le plus doux que j'ai entendu depuis longtemps. C'était le son de la fuite, du commencement. Pendant que la camionnette s'éloignait, je tournai la tête et regardai par la vitre arrière. Je vis la silhouette de mon ancienne maison devenir de plus en plus petite, jusqu'à n'être qu'une lumière de plus dans l'obscurité de la nuit. Je ne ressentis ni nostalgie, ni tristesse, seulement un soulagement profond et absolu. Valentin, épuisé par la tension de la soirée, se blottit contre moi et posa sa tête sur mes genoux. En quelques minutes, il s'endormit, sa respiration calme et profonde. Je le couvris avec ma veste et je caressai ses cheveux. Il était en sécurité. Nous étions en sécurité. Je n'ai pas récupéré l'argent qu'il m'avait volé pendant toutes ces années. Mais cette nuit-là, j'ai emporté avec moi quelque chose d'infiniment plus précieux. J'ai emporté mon fils, j'ai emporté ma dignité, j'ai emporté notre avenir. Je sais que le chemin devant nous ne sera pas facile. La vie de mère célibataire, en repartant de zéro, sera une lutte. Il y aura des jours difficiles, des jours d'incertitude et de manque, mais ce seront nos luttes, nos décisions, notre vie. Je ne vivrai plus pour nourrir les vices et la vanité des autres. Je vivrai pour construire un vrai foyer pour mon fils. Un foyer fondé sur l'amour, le respect et la sécurité.
Un foyer où il n'aura jamais à se demander si son destin est d'être un outil pour les autres. Ma famille ou ce qu'il en reste dit que je les ai détruits, que j'ai apporté la honte sur eux et brisé le lien sacré du sang. Ils disent que je suis une fille cruelle et sans cœur pour les avoir humiliés en public. Mais moi, je crois que cette nuit-là, j'ai sauvé 2 vies, celle de mon fils et la mienne. Et maintenant, je vous demande à vous qui avez écouté mon histoire. Ai-je eu tort de choisir notre vie, notre liberté, plutôt que les chaînes qu'ils appelaient, famille ?